Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Vous cherchez un cadeau original pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi ne pas offrir un arbre vivant? On en parle et on vous explique pourquoi dans Business Models. Bonjour Baudouin. Bonjour Thomas. Vous êtes l'un des cofondateurs d'Écoterie. On va revenir sur Écoterie et ce que vous proposez pour faire du bien à la planète et à nos forêts. Mais comme il est d'usage, on commence par une rubrique sur l'actualité. La décarbonation ou décarbonisation, vous dites comment vous? Peut-être décarbonisation. Décarbonisation, c'est-à-dire le fait d'avoir une économie qui dépend moins du carbone et au cœur de beaucoup de problématiques. On a beaucoup de grands groupes qui annoncent des ambitions fortes dans le domaine, des grands énergéticiens qui viennent par exemple du pétrole ou du gaz, des grands courtiers, plus dans la finance. Vous trouvez que ça accélère, cette décarbonisation ? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on reprend un peu de hauteur de vue, le grand enjeu du XXIe siècle, on le sait tous, c'est les enjeux et les défis climatiques qu'on a à relever. Ce qui est sûr, c'est que ces derniers temps, on se rend compte qu'il y a des velléités d'entamer des transitions. Il y a eu beaucoup d'annonces. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça ne soit pas que des effets d'annonce et qu'on ne tombe pas trop dans la rapidité du slogan. Parce que derrière, le défi est de taille et que on sait tous qu'il y a des trajectoires à respecter qui vont être très difficiles à mettre en place. Ça veut dire qu'il faut que les moyens suivent, il ne faut pas uniquement faire des beaux effets d'annonce, il faut ensuite investir concrètement dans cette décarbonisation? Exactement, et ça passe par concrètement les organisations, mais même aussi à titre individuel, par cette prise de conscience de savoir où on en est dans son empreinte carbone, donc être en capacité de présenter des bilans carbone, et une fois qu'on a cette photographie-là, de s'inscrire dans une démarche qui vise à réduire, à éviter et à pouvoir en parallèle créer des puits de carbone. On le porte des masques là pour cette émission, on est dans une période très spéciale, une crise sanitaire. Est-ce que finalement ça accélère la prise de conscience qu'il faut faire attention à notre planète et à nous autres humains? Alors oui, réellement, parce qu'il ne faudrait pas être masqué, mais être là pour le coup aveugle pour ne pas s'en rendre compte. On voit bien que cette année 2020, qui est quand même historique dans ce que nous vivons dans l'histoire, nous fait prendre conscience déjà de la fragilité des écosystèmes et nous fait prendre conscience aussi de la nécessité d'agir, et surtout d'agir vite et bien. À propos de fragilité des écosystèmes, il y en a un d'entre eux qui souffre, l'un d'entre eux souffre en particulier, ce sont les forêts justement, qui est votre terrain de jeu, sans jeu de mots. Oui. Avec ce réchauffement climatique, cette sécheresse, des arbres qui meurent, des insectes qui pullulent, vous l'observez, vous, sur le terrain, cette difficulté grandissante pour nos forêts? Alors, ce que l'on observe avec les effets du réchauffement climatique, c'est la résilience des écosystèmes de manière générale et la résilience des forêts. Et on se rend bien compte que le réchauffement climatique aujourd'hui a un impact sur la forêt française et sa biodiversité, puisque certaines forêts subissent ces impacts du réchauffement climatique de plusieurs raisons d'ailleurs, puisque souvent les forêts qui sont fragilisées, ce sont des forêts qui ont été souvent cultivées ou plantées en monoculture. Et on voit bien dans le cas du coronavirus, plus on est monospécifique, plus la transmission des maladies se fait rapidement. On voit bien qu'aussi, lié au réchauffement climatique, il y a des essences qui résistent moins aux augmentations de température, il y a les changements de nature de sol. Donc aujourd'hui, c'est un constat, on l'observe en forêt. Et en plus de ça, l'enjeu du forestier, c'est d'arriver à renouveler ces massifs-là, qui subissent les conséquences des différents aléas, mais aussi d'anticiper, de se projeter dans l'avenir pour se dire comment, avec cet impact du réchauffement climatique, je crée cette forêt qui va vivre et survivre à 20, 40 ans, 60 ans et 100 ans. Bon, on va voir en effet pourquoi est-ce que la forêt attire de plus en plus d'entrepreneurs comme Écoterie et comme vous. C'est cette rubrique marché.
Alors c'est vrai que l'exploitation de la forêt est aussi vieille que le métier de bûcheron, mais on a l'impression qu'elle attire de nouveaux entrepreneurs. Vous en êtes un exemple emblématique. On pourrait citer aussi toute cette mouvance qui consiste à refabriquer du BTP à partir de bois. Il y a des tours qui sont créées à partir de ce matériau. Qu'est-ce qui donne ce nouveau souffle à ce secteur? Alors, ce nouveau souffle à ce secteur, c'est que déjà, il faut comprendre que la filière bois et forêt est une grosse filière puisqu'elle emploie plus que l'industrie automobile. Souvent, les gens... On parle de la France, là, ou de l'Europe? Ah oui, de la France. La France. Là, si je reste sur l'Hexagone. Ouais. Donc déjà, ça, c'est une mesure importante parce que, voilà, donc c'est plus de 400 000 emplois. Forcément, cette filière, elle fascine parce que le bois est un matériau noble, est un matériau en plus d'avenir, où on peut lui donner des destinations multiples. Donc vous avez évoqué bien évidemment le bois construction, où il y a un enjeu formidable là-dessus, sur ces constructions de demain, sur ces villes de demain, où aujourd'hui on réfléchit au nouveau plan d'urbanisme, à la façon de construire. C'est une filière du coup qui est, comme vous l'avez dit, qui existe depuis des centaines d'années. C'est une filière comme toutes les filières qui a besoin de se réinventer. Qui est un peu vieillotte peut-être. On dit beaucoup que la France exploite mal ses forêts, même si on a beaucoup de surfaces, de surfaces boisées. On importe finalement du bois. Oui, c'est vrai. C'est peut-être la schizophrénie à la française, puisque cette filière connaît un déficit commercial. Donc c'est peut-être aussi l'enjeu des acteurs qui veulent se réinventer ou apporter à cette filière, c'est de se dire demain construisons l'avenir pour que cette balance soit excédentaire. Et ce qui est vrai, oui, c'est qu'en France, on a des massifs, globalement une forêt qui est sous-exploitée. Et ce qui est vrai en France, c'est qu'on a beaucoup de bois qu'on importe, alors qu'on a de la surface forestière. Les nouvelles technologies aussi réinventent tous les métiers. J'imagine que les images satellites, les drones, que sais-je, il y a peut-être d'autres innovations qui m'échappent, mais permettent aussi de réinventer ce métier de forestier. Alors oui, dans ce métier-là ou dans cette filière-là, faut voir, il y a plein d'acteurs entre l'amont et l'aval. Et donc du coup, sur tous ces acteurs qui composent cette filière, il y a des innovations à apporter à tous les étages de cette filière. Nous, aujourd'hui, on s'inscrit dans l'amont forestier, puisque Écoterie va agir directement pour le bon renouvellement des forêts françaises et surtout la bonne gestion durable de ces massifs, des massifs forestiers français. Donc du coup, voilà, tout le monde dans cette filière doit trouver ces innovations pour porter des sujets d'avenir. Bon, Baudouin, ça nous fait une très belle transition pour parler d'Écoterie et de rentrer, justement, de soulever le capot, comprendre ce que vous faites. Alors, Écoterie, justement, quel est le pitch? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Nous, c'est assez simple au final. C'est à travers le concept qui paraît d'apparence léger de « adopte un arbre ». C'est pour ça que je disais en introduction, c'est une bonne idée pour Noël, finalement, de cadeau presque. Exactement, ça donne une dimension environnementale à Noël, puisque en fait, nos clients peuvent devenir propriétaires d'arbres qui sont plantés dans des massifs forestiers en France. Juste l'arbre, pas le sol. Je peux acquérir un sapin, un chêne, un hêtre. Exactement, dans des projets forestiers que nous, Écoterie, réalisons à travers notre équipe de forestiers. Et quand je dis un sapin, ça peut être à l'unité? Exactement, on a vraiment dans notre innovation juridique, on a permis en fait cette approche à l'unité de la forêt française, où dès un arbre, vous pouvez devenir propriétaire. Combien ça me coûte si je veux acheter un chêne, on va dire? Ça commence dès 15 €. Et donc, du coup, à travers ça, on devient un outil universel, puisqu'on peut embarquer le grand public, donc les particuliers, à travers le fait qu'ils veulent se constituer une épargne verte ou un patrimoine vert, ou même remettre des cadeaux à forte valeur ajoutée environnementale, par exemple, financer des arbres pour la plantation d'une naissance, par exemple. Et aussi pour les entreprises, puisque si ces entreprises derrière s'inscrivent dans des trajectoires bas carbone, qu'elles ont mesuré leur bilan carbone, qu'elles entament des plans d'action pour réduire, éviter
les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de créer des puits de carbone. Mais on va revenir sur les entreprises, mais restons sur le particulier, parce que c'est intéressant. Non seulement je fais du bien à la planète en plantant un arbre, grâce à vous, et en plus je gagne de l'argent, parce que derrière, associé à cet arbre, il va y avoir des revenus qui vont être générés. Exactement. En fait, donc j'investis 15 €, et sur la durée, ça va me rapporter combien ? Par exemple, si on prend un cas d'un Douglas, par exemple, sur un cycle de vie à 40 ans. Un Douglas, c'est une espèce de pin, sapin, oui, pardon, c'est dans le résineux. C'est d'ailleurs un matériau d'avenir parce qu'il est utilisable sur Douglas, du pin Douglas. Il peut être utilisé de plusieurs façons. En gros, il va vous rapporter 30 ou 35 € au moment de la coupe. Donc sur 30 ans. Exactement. D'accord, donc ça fait du 100% sur 30 ans, du à peu près à la grosse 3%. Exactement. De 3%. Donc c'est intéressant à double titre pour la planète et pour mon épargne. C'est vraiment de l'épargne verte. Exactement, parce que nous, notre vision chez Écoterie, c'est qu'on peut réconcilier dimension économique avec dimension écologique. Il faut arrêter d'opposer systématiquement les deux. Il faut pouvoir les concilier, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que sinon, on s'adresse qu'à une trop faible catégorie de personnes moteurs. Donc, il faut des outils universels. Il faut être dans la logique de valoriser et de récompenser l'acte écologique de manière générale, plutôt que de la sanctionner. C'est un point de vue, une conviction qu'on a. Ça marche mieux en général. Ça marche mieux, c'est plus incitatif. Et surtout, c'est aux bons gestes, les bonnes récompenses. Et alors, est-ce que ces bons gestes, nos concitoyens les envisagent de plus en plus ? Combien est-ce que vous avez de particuliers, finalement, qui ont acquis des arbres ? Alors, on a plus de 35 000 clients particuliers. Et donc, en fait, la forêt et l'arbre est un sujet déjà fascinant qui fait partie prenante de l'imaginaire des gens, mais surtout, là, on leur permet concrètement de contribuer et de participer parce qu'ils deviennent, à travers Écoterie, des propriétaires d'arbres. Donc, ils s'impliquent dans la logique forestière, dans la gestion forestière et dans ses enjeux. Et vous parliez des entreprises, parce que c'est votre autre clientèle, les entreprises, les plus ou moins grands groupes. Quel est leur intérêt et pourquoi est-ce qu'eux investissent dans des forêts ? Alors, nous, aujourd'hui, on a plus de 700 clients entreprises qui vont de la TPE au grand groupe du CAC 40. La logique principale, c'est qu'elles permettent à nos côtés de créer des puits de carbone, de s'inscrire justement dans des objectifs bas carbone d'entreprise et derrière de pouvoir se reposer sur un opérateur sérieux qui est Écoterie, qui va porter une action qui est locale, tangible et traçable. Et sachant qu'en plus de ça, pour ces entreprises, on va mettre à leur disposition toute la boîte à outils nécessaire pour que ces projets prennent vie, soient incarnés dans l'entreprise. Et derrière, on a plein d'outils numériques, puisque derrière, Écoterie reste une entreprise, une start-up de la tech, et on a développé de nombreux outils à leur destination. Donc ça veut dire que pour une entreprise, la contrainte carbone, qui peut être taxée et assez fortement, devient une opportunité, c'est-à-dire que vous inversez finalement le paradigme. Exactement. Et on peut transformer ce qu'on devrait payer en taxes en investissement ? Alors, c'est pas aussi mécanique. C'est pas aussi mathématique que ça. Encore une fois, nous, on préfère que les entreprises prennent le sujet sérieusement et s'impliquent de façon concrète, avec cette logique toujours de se dire quel impact mon entreprise a pour l'environnement. Prenons un exemple concret. Je suis un logisticien, j'ai des flottes de camions et j'ai un bilan carbone de tant de tonnes ou milliers de tonnes à l'année. Si j'investis dans des forêts, ça permet d'annuler ce bilan carbone ? Non, ce n'est pas une approche comptable avec des plus et des moins, même si on aimerait tous que ça se passe comme ça. Ce qu'il faut bien prendre en conscience, c'est que ce carbone émis, une fois que vous l'avez émis, vous ne pouvez pas le rattraper comme ça. L'action que vous pouvez porter à travers la création de puits de carbone en forêt, ça va mettre du temps. En fait, il y a un décalage de temporalité
c'est un peu comme le principe du BFR, qui fait qu'on ne peut pas s'affranchir de cette logique-là et on ne peut pas se contenter de faire des plus et des moins comme ça. D'accord. Et donc, c'est quoi? C'est des courbes, c'est des ratios? En fait, c'est vraiment un exercice qu'on doit séparer entre dire d'un côté, je réduis drastiquement, de l'autre, je crée des puits de carbone, mais c'est de se projeter à 2050 avec une logique de neutralité carbone, mais qui ne peut pas être pris au sens comptable. Alors, les puits carbone, hein, les forêts, c'est une des solutions. Il y a aussi éviter d'émettre, hein, comme vous le disiez, ou de relâcher dans l'atmosphère, de la captation. La forêt, ça peut représenter quel impact sur cette décarbonisation dont on a besoin? C'est un gros enjeu, la forêt, ou ça va rester marginal dans cette lutte contre le réchauffement? Non, c'est un gros puits carbone actuel et potentiel, parce qu'aujourd'hui, juste sur la France, pour vous donner un ordre d'idée, nos forêts françaises séquestrent 15% en gros du carbone émis sur le territoire. Ouais, donc c'est quand même en effet un gros enjeu. Et vous gérez combien d'hectares alors actuellement? Alors nous, on gère plus de 900 hectares. Et derrière, à travers ces missions qu'on porte sur de la gestion forestière, on embarque aussi des projets de biodiversité qu'on greffe, puisque sur nos sites, on a cette capacité d'aller plus loin que de la gestion durable de forêt, puisqu'on va réintroduire par exemple des ruches en forêt. On va planter des mellifères qui n'ont aucune vocation économique, qui ont juste une... Alors les mellifères, il faut expliquer ce que c'est. Ce sont ces fleurs qui permettent la pollinisation? Exactement. On va restaurer des zones humides. On va porter plein de projets connexes liés à la forêt, puisque c'est sur nos forêts, mais qui n'ont pas une dimension économique avec retour sur investissement et qui sont portés justement par des acteurs qui veulent aller plus loin dans leur démarche. C'est ça qui est intéressant, je trouve, chez Écoterie, c'est que ce n'est pas uniquement une entreprise de finance avec que des chiffres sur Excel, c'est aussi le terrain. Hein. Vous avez des bottes dans le coffre de la voiture, si presque, et vous allez sur le terrain regarder finalement, exploiter ces forêts. Exactement, et ça c'est très important pour comprendre qui nous sommes chez Écoterie, puisque le cœur du réacteur, c'est la forêt. Donc, le cœur de ce réacteur, aujourd'hui, il est porté par l'équipe forêt chez Écoterie, qui sont des forestiers. Et aujourd'hui, on a déployé, donc, en se réinventant, des innovations. Alors, des innovations technologiques. Il y a une couche technologique sur ce vieux métier de forestier. Exactement. Par exemple, comment est-ce qu'on gère son parc forestier? Eh ben, déjà, la couche technologique, elle est le fait, il faut employer le terme exact, qui est d'avoir digitalisé la forêt et l'accès à la forêt, puisqu'aujourd'hui, dans notre back-office, on a créé notre propre outil maison de gestion forestière qui permet d'inventorier les parcelles, qui permet de reproduire les contours cadastraux, qui permet de faire des relevés terrain, qui permet de faire des inventaires, qui permet de remonter des alertes sur les travaux et les interventions à faire. Donc j'ai tout mon back-office finalement que je peux gérer à distance. Exactement, mais toute cette data, elle est collectée sur le terrain par nos forestiers, qui, eux, tous les jours sont plus proches des forêts, puisqu'ils sont dans les forêts. Et donc, après, cette couche numérique, elle est portée aussi en interne, puisqu'on a une équipe aujourd'hui qui porte tous les sujets sur développement IT, sur l'analyse de la data. Et en fait, c'est vraiment cette réconciliation des deux mondes, donc du forestier et des gens de la tech, qui fait qu'aujourd'hui, on peut se résumer en disant qu'on a les pieds sur terre et la tête dans les nuages, parce qu'on a cette velléité de s'inscrire dans une dynamique d'innovation perpétuelle en se réinventant, et qu'on a cette logique de start-up et que c'est ça qui fait la force d'Écoterie aujourd'hui. Vous êtes une fintech forestière, on pourrait dire. Alors, on pourrait même aller encore plus loin, une fine green tech. Bon, il y a beaucoup d'acronymes. On va s'intéresser à vous, Baudouin. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie un jour d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages? On va passer à la dernière séquence. Ouais, pardon. Donc vous, Baudouin, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre et de créer finalement, de co-créer cette start-up Écoterie et de vous lancer dans ce business de la forêt? Alors, à titre personnel, ado, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur et entreprendre.
Et j'ai toujours su que le jour où j'entreprendrais, je ne me lancerai pas dans n'importe quel métier. Donc, chemin faisant, comme tout le monde, je fais des études, une école de commerce assez classique. Je fais du conseil, mais j'avais ce projet-là au fond de moi qui commençait à se dessiner, puisque c'est Celui de la forêt? celui au sujet exactement de la forêt. Et en fait, on a pensé une première fois le projet, qui était sous une forme complètement différente. Et chacun d'entre nous, en fait, on se lance sorti d'école dans nos carrières respectives, mais tout en se revoyant régulièrement, en disant mais tiens, mais ce sujet-là, faut qu'on le creuse, faut qu'on avance. Et en fait, c'est au fil du temps où on a affiné la réflexion en la couchant sur papier, en la structurant. Et quand est-ce que s'est passé le déclic et le fait de passer à la réalisation de cette idée? En gros, c'est le fait de se dire, plus on va avancer dans la vie déjà, plus il y aura des freins à ne pas faire. L'adage de dire tout ce qui est fait n'est plus à faire se vérifie. Et du coup, ce qui est vrai, c'est qu'entre 2014 et 2016, où on a prototypé le modèle juridique des coteries, l'innovation juridique qui repose sur beaucoup de principes très particuliers du droit français, on s'est dit, à un moment donné, il faut se consacrer à fond sur les choses pour les faire bien. Et puis ça se sent dans les tripes. Il y a un moment où on sait qu'il faut y aller et il faut sauter. Et comment se sont passées ces premières années? Comme toute aventure entrepreneuriale, il y a des hauts, des bas, des joies, des peines. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on doit regarder dans le rétroviseur, le temps passe vite quand on est passionné et le temps passe vite quand on travaille beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a rencontré, c'est un classique de l'entrepreneur, mais des milliards de difficultés. Une ou deux que vous pouvez partager, qui vous a donné du fil à retordre? Déjà, ne serait-ce que même dans l'approche juridique, le fait d'avoir mis en place le principe où on peut investir à l'arbre en forêt, comme ça n'existait pas avant, ça soulève plein de questions de droit qu'il a fallu faire valider par les autorités compétentes, puisqu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'Écoterie, nous avons un enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers, pas dans la partie produits financiers, mais en tant qu'intermédiaire en biens divers, qui est une réforme de la loi Sapin 2 de 2016. Donc tout ça, déjà, c'est un chantier juridique où on se dit, mais on veut devenir un outil universel qui démocratise l'accès à la forêt. Et vous voyez l'enjeu où en face, on doit forcément, pour bien faire, comprendre tous les enjeux légaux. Et alors c'est fascinant, hein. Le droit français est fascinant, mais du coup, il a fallu en effet s'atteler à la tâche. Quels entrepreneurs ont pu vous inspirer? Est-ce qu'il y en a? Alors moi, je regarde beaucoup aujourd'hui dans l'écosystème des entrepreneurs à mission ou à impact. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement ce foisonnement qu'il y a là sur, on va dire, allez, ces 10 dernières années. Il y a une accélération, il y a des pépites qui sortent. On est très proche de l'écosystème de tout ce qui est France Digital. On voit bien là, moi je trouve assez fascinant, par exemple Phoenix, sur le sujet, qui s'est saisi du sujet de l'agroalimentaire et du gaspillage alimentaire. C'est des sujets inspirants. On voit qu'en plus ça marche, parce que c'est adossé à un modèle économique vertueux, ça s'accélère, ça répond à un besoin de société, ça a des impacts, même après dans le côté très... Et donc l'entrepreneur, c'est un des entrepreneurs, un des cofondateurs, c'est Jean Moreau. Jean Moreau, d'accord. Donc ça fait partie des figures qui vous inspirent. Oui, parce que non, mais même des modèles d'entreprise qui sont concrètes, à impact. L'économie circulaire et comment est-ce qu'on arrive à réinventer des business models vertueux, mais qui font aussi du bien à la société. Et en plus de ça, qui s'intègrent aussi dans des grosses filières qui existent depuis très longtemps. Ouais. Et qui ont besoin d'aiguillons, hein, comme vous, pour faire bouger les lignes. Votre rêve, pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Baudouin et à Écoterie à horizon, 5-10 ans? Un tiers de la vie d'un arbre. Non, mais déjà que chaque Français
financent et achètent au moins un arbre sur des forêts en France et que demain, en fait, on ait pu répondre à ces... En fait, pour moi, le grand enjeu, c'est la balance commerciale de cette filière où il y a beaucoup à faire et on a une forêt d'avenir et il faut y travailler pour la rendre pérenne. Eh bien, merci Baudouin, on va se quitter sur ces mots. Vous avez compris le message, il faut acheter des arbres, soutenir nos forêts. C'est à la fois un bon investissement pour votre épargne et pour la planète. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.